Bonjour à tous. La dernière fois qu'on s'était vu, pour la plupart d'entre vous, c'était aux journées RNBM Matrice en 2014. Donc le but de la présentation, ça va être de resituer un peu le contexte depuis 2014, voir ce qu'on a fait, où on en est aujourd'hui et surtout vers quoi le portail va évoluer. Bon, mais déjà la bonne nouvelle, c'est que il est là en fait. Je ne vais pas vous présenter un projet, un transparent, ce qu'on va faire dans plusieurs années. C'est vraiment quelque chose qui est disponible aujourd'hui. Donc pendant la présentation, je ferai un peu des démos, je vous montrerai un peu certaines parties. Pas trop, parce que j'espère que vous avez eu l'occasion déjà de le regarder. Donc ça, c'est une affiche qui va être imprimée très bientôt et qui sera distribuée pour pouvoir afficher dans les labos, les bibliothèques. C'est qu'une partie, il manque le bas, j'ai un peu coupé pour le transparent. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est une étape où le projet est ouvert, a été annoncé un peu partout, juste pas par email, mais on en est à une phase où on essaie de communiquer un peu plus sur l'ouverture du portail. On va voir aujourd'hui les petits problèmes encore qui subsistent, mais c'est pas pour autant qu'il faut cacher le portail. On est vraiment à une phase où on essaye de le faire connaître pour pouvoir au contraire remonter les problèmes, qu'on puisse les corriger rapidement. Donc le contenu, voilà, ça j'en ai un peu parlé. Donc moi je suis arrivé sur le projet donc à peu près il y a un peu plus d'1 an et demi, où on avait déjà un portail, ce qu'on appelait version 1, où l'objectif de ce projet ça avait été de décrire l'existant. C'était un site avec des fiches descriptives, où on voulait décrire quels sont les ensembles documentaires, quelles sont les licences, quels sont les points d'accès de la documentation mathématique. Donc ce site aujourd'hui est encore disponible, il a été renommé en licence.rnbm.org. Donc Grégory, d'ailleurs à la fin de la présentation, va intervenir un peu pour en parler. C'est un site en tout cas qui est encore utile, alors, pas pour les chercheurs, mais qui va être utile pour nous pour préparer la prochaine itération du portail, et notamment lorsqu'on va vouloir vraiment gérer des licences non plus nationales pour tout le monde, mais qu'on va vouloir être un peu plus fin, pouvoir gérer des licences qui sont signées au niveau local, au niveau des SCD, et aussi également pour pouvoir descendre au niveau des articles, faire une recherche au niveau des articles. La première étape qu'on a fait donc il y a 1 an et demi, ça a été de revoir l'organisation, donc de simplifier un peu et d'avoir une organisation un peu classique, comité de pilotage, comité de projet. Les comités de projet, on se réunit, ou groupe de travail, c'est pareil. On se réunit toutes les 3 semaines de façon à essayer de faire les choses par itération, incrémentalement, de pas se dire on a un gros projet, voilà le gros cahier des charges et on revient dans 3 ans et on se dit qu'on aura tout fini. On a essayé de faire les choses vraiment étape par étape. Alors même si le comité de projet, on est une dizaine de travail, sur ce projet, il y a eu beaucoup de contributeurs. Vous pouvez aller voir sur la page le projet du portail. Quand vous allez sur la page d'accueil, tout en bas, il y a un lien le projet. Et vous pouvez voir que le nombre de contributeurs du portail, c'est vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup dans la pièce qui ont contribué. Beaucoup de personnes de Matrice, je vois Laurent Azema, il n'est pas encore là, qui ont fait en sorte que, pour que le portail puisse fonctionner, pour que les chercheurs aient accès et à la doc, et aux annuaires, et aux services numériques, il a fallu beaucoup de personnes. Donc les objectifs de cette version du portail ont été décidés au comité de pilotage il y a un peu plus d'1 an, c'était en juin-juillet. La première chose, c'était l'authentification unique. Donc ça a été impressionnant pour moi, où pendant plus d'1 an, à chaque discussion, on ne pouvait pas s'empêcher de parler de chibolette et d'authentification unique. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je ne vais pas y échapper, je vais être obligé d'en parler un petit peu, parce que ça ne marche toujours pas parfaitement. Donc c'était d'avoir regroupé tous les annuaires au sein d'un même site, avoir l'agenda des maths. Donc ça, tout de suite, je peux le montrer. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment nouveau, qu'on n'avait pas avant. Pouvoir regrouper, afficher sur un site tous les événements de la communauté mathématique. Donc ça, je ne vois pas Marie non plus. Donc tous les événements du CIRM ont été rajoutés très récemment. Donc vous pouvez voir que d'un seul coup, Marseille est devenu en tête de tous les événements de la communauté maths. Donc ça, c'est voilà.
Et du coup, alors, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a réussi à fédérer pas mal de personnes. Et aujourd'hui, on arrive à un état où bah, ceux qui sont pas sur la carte commencent à dire zut, on n'y est pas, ça serait bien qu'on se bouge un peu parce que ça fait un peu tâche. Euh, et, mais ça, ça n'a pas été facile d'arriver à ce stade-là, puisqu'au début, c'était plutôt, ça a été un projet qui a commencé, je crois, il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Donc ça, moi, là, ici, je tiens à féliciter Gérard Henry, qui a été vraiment quelqu'un qui a fait ça seul dans son coin pendant très longtemps. Parce que pour pouvoir l'afficher, nous ici on a la partie facile sur le portail. On affiche les événements, super, une carte graphique, c'est facile, un peu de JavaScript, c'est beau et tout. On peut zoomer, voilà, ça se regroupe, c'est super. Mais bon, pour pouvoir afficher les événements, il faut les collecter, il faut pouvoir les récupérer. Donc il y avait tout un gros travail en amont. Et au début, c'était pas facile, parce que pour pouvoir avoir tous ces événements, bah, le choix c'était, on va même parser les pages web des chercheurs pour pouvoir récupérer les événements. Ça a été super compliqué. Et au début, bah non. Voilà, et là, on a réussi à transformer où, bah, voilà, c'est comme ça. Il y a 2 formats si vous voulez afficher les événements. Ça pose. Les gens font, bah, ok, c'est parce qu'on a vraiment envie d'être sur cette page-là. Déjà, une question. Ok, je suis pas sur cette carte-là. Mes événements ne sont pas affichés. Comment je fais Alors, sur le Mac, comment est-ce que je scrolle? Alors, on a rajouté une foire aux questions. Et notamment, comment je peux déclarer un séminaire. Donc ça, c'est des informations plutôt à donner à l'informaticien du labo, parce que là, rapidement, c'est avec des informations techniques. Comment je peux faire pour que les événements soient collectés? Donc ici, notamment, il y a la rubrique sur les formats supportés, comment on peut faire pour que les données apparaissent sur le... Donc il y a 2 formats, soit ICAL, soit JSON. Ça, c'est des informations techniques, donc c'est plus pour l'informaticien du labo. Mais voilà, ça c'est la première chose à faire. Si les événements n'apparaissent pas encore sur le portail, comment on peut faire? Allez dans la foire aux questions, ou dites à votre informaticien, allez lire les informations à ce niveau-là. Je vais revenir 2 secondes sur les objectifs du portail. Donc les annuaires, bon ça, il n'y a pas grand-chose à dire, l'annuaire des personnes, des laboratoires, des bibliothèques. Les services numériques, je vais laisser Laurent tout à l'heure en parler. Et donc l'objectif du comité de pilotage, c'était de permettre l'accès aux revues qu'on avait initialement sur le site de la PLM, sur le webmail. Donc et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'était pas directement de descendre au niveau article, faire une recherche, je tape des mots-clés, j'ai une résultat de recherche, je clique sur le lien et j'ai le PDF. C'était pour l'instant, on se contente d'un objectif un peu plus restreint, mais au moins on sait parce que ça a marché, parce qu'on a déjà on en parlera tout à l'heure, les easy proxy sont en place, les mécanismes pour aller aux revues sont déjà en place. C'était un plus restreint, mais au moins on savait qu'on allait pouvoir y arriver. On en reparlera surtout pour après, vers quoi on se dirige. Mais comme aujourd'hui, donc, je suis obligé de revenir un petit peu sur l'authentification unique. Comment ça marche et pourquoi on a des problèmes, c'est ça, et comment on peut faire pour faire en sorte que ça marche. Alors l'objectif en fait ça a été assez ambitieux, c'est parce qu'on n'a pas voulu dire pour se connecter au portail, vous utilisez la Bintel, vous utilisez votre compte CNRS et si vous n'en avez pas, on vous crée un compte PLM ou... Non, ce qu'on a essayé de faire, c'était, pour vous connecter, vous choisissez votre établissement, ou le CNRS, ou un compte PLM si vous avez, mais vous avez le choix. Mais pour que ça marche, au hasard, je clique vraiment au hasard. Voilà, ça c'est les démos. Donc là, à ce moment-là, lorsqu'on va le portail va passer par l'université, par un établissement. Donc ici, c'est l'identifiant de mot de passe de l'établissement qu'il faut saisir. Pour que ça marche, il faut que l'établissement, au retour, nous renvoie l'adresse mail de la personne qui s'est connectée. Comme ça, le portail reconnaît, voilà, tiens, je connais cette personne, oui, d'accord, je lui associe des droits. Cette personne, elle est étudiante, non, vous ne pourrez pas accéder aux ressources documentaires, parce que si se connecter, tout le monde peut se connecter, tous ceux qui ont un compte dans une université potentiellement vont passer cette barrière, cette première barrière. Mais en arrivant sur le portail, ils n'auront aucun droit. Donc ça, c'était le premier problème, c'est que de temps en temps, sur certains établissements, on n'a pas l'adresse mail au retour.
Bon, donc là, on est vraiment coincé. La seule possibilité, c'est d'aller discuter avec l'informaticien de cet établissement. Il y a des soucis, ça ne marche pas, est-ce que vous pouvez nous les remonter? Le deuxième gros problème, alors ça pour nous, ça a été, pour l'équipe projet du portail, ça a été une grosse surprise, c'est que pendant tout un an, on pensait que le problème de notification, c'était un problème technique. On parlait de shibboleth, de cookies, de sessions. On ne comprenait rien, parce que c'était les informaticiens de matrice. Ok, vous inquiétez, c'est compliqué, mais on va gérer. Donc, bon, bah ok, on va attendre que ça marche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que c'était censé marcher, et puis personne ne pouvait se connecter, on s'est rendu compte que le vrai problème, en fait, c'était un problème d'annuaire. Parce que pour pouvoir, une fois que donc, je me suis connecté avec mon université, j'ai l'adresse mail, pour l'université, je suis connecté. Quand je reviens sur le portail, l'adresse mail, elle n'est pas connue, moi je ne la connais pas. Et pourquoi elle n'est pas connue? Parce qu'elle n'est pas dans l'annuaire des personnes. L'annuaire des personnes, c'est un annuaire qui est maintenu par Matrice. Donc le plus gros des problèmes aujourd'hui, c'est parce que l'adresse mail qui est retournée n'est pas dans cet annuaire. Donc voilà, pour tout ça, tout le problème qu'on a eu là, depuis janvier, ça a été de mettre à jour cet annuaire. Donc ça on l'avait déjà, mais on l'a renforcé. Il y a des référents, ce qu'on appelle nous référents annuaires, pour le portail, des gens dans chaque université, où, alors pour certains, il n'y a aucun souci. Ok, la personne, ah tiens, zut, son adresse mail n'est pas là parce que c'est un nouvel arrivant, je ne l'ai pas encore fait. L'annuaire est mis à jour dans la journée, le lendemain, la personne peut se connecter. Mais voilà, donc ça a été ce travail de longue haleine, et on a le même problème. Et donc hier, on parlait les bases, les données, les métadonnées, je dois les rentrer dans le Sudoc, bah oui, mais je l'ai fait déjà dans Primo, donc pourquoi je le fais une deuxième fois? On a exactement la même problématique ici. Les informaticiens du labo, je mets déjà à jour l'annuaire de mon université, pourquoi je dois le refaire une deuxième fois pour l'annuaire des personnes de Matrice? Donc voilà, pour la réponse aujourd'hui, c'est si ça ne marche pas, c'est parce que l'annuaire n'est pas à jour, dans pratiquement tous les cas. Que faire dans ces cas-là? Le contact, écrire à cette adresse, support@mat.cnrs.fr. Moi, c'est quelque chose où je suis assez impressionné par Matrice, c'est la réponse à cette adresse mail. Les tickets, ça marche assez bien. Alors, je ne dis pas que le problème est résolu, mais au moins, il est pris en compte très rapidement et on se rapproche du référent annuaire dans le cas actuel. Il y aura encore plus de poids aujourd'hui si c'est des chercheurs qui écrivent. Parce que forcément, là, c'est pour un utilisateur. Donc, on l'a vu hier, il y avait Jalil de Dauphine qui n'arrivait pas à se connecter. Tout de suite, lorsque c'est des informaticiens ou des bibliothécaires qui vont s'adresser à l'informaticien de labo, souvent, bon, ok, d'accord, la liste des priorités n'est pas la même que si c'est un chercheur qui dit j'ai ce portail, je veux avoir accès à la doc ou autre chose, ça ne marche pas. Là, d'un seul coup, c'est pas le même point. Donc si jamais, voilà, quand vous avez des informaticiens qui viennent vous poser des questions dans les labos, éventuellement demandez-lui, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Oui, non, écrivez à support@mat.cnrs.fr. Mais normalement, voilà, où on en est, donc on a observé l'évolution depuis janvier, il y a une grosse évolution. Typiquement aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est que l'adresse mail l'université, c'était mat.cnrs.fr ou mat.établissement.fr, ça s'est transformé en établissement.fr ou l'inverse. Donc il faut dans l'annuaire nous mettre des adresses alternatives. Ok, la personne peut-être que son adresse principale c'est unis.fr, mais en fait elle est connue aussi sous mat.unis.fr où c'était juste un login et maintenant c'est nom.prénom. Voilà, donc ça change. Avec les fusions d'université, c'est la même chose. Donc il faut pouvoir mettre des adresses associées. Alors, donc maintenant, on va parler un peu de la bibliothèque numérique, puisque c'est un peu ce qui intéresse ici, beaucoup plus que le reste. Donc, je répète, l'objectif ici, c'était le même niveau d'accès que ce qu'il y avait sur le WebMail. Donc, c'était plutôt au niveau éditeur. Il y a des tuiles sur le portail où vous avez les Springer, Elsevier, pas que. On a essayé d'en mettre aussi des éditeurs un peu plus sympathiques, UDML, Cedram, etc. Pas que les gros, mais bon, voilà. Comme nous, on est obligé d'avoir les plus gros éditeurs parce que c'était ce qu'il y avait sur le WebMail. Donc, et puis forcément, c'est quand même un peu où il y a où il y a des revues. Mais on va en parler après. Nous, on aimerait bien aller au-delà. Ça, c'est le plus important. Alors, ce qu'on a essayé de faire sur le portail, c'est d'afficher avec un code de couleur, des feux rouges, verts,
les droits d'accès. Donc ça permet visuellement, automatiquement, de savoir si j'ai accès ou pas. Alors, si je clique dessus, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc il y a une légende en bas qui permet d'expliquer un peu. Forcément, c'est un peu compliqué, les gens ne vont pas lire. Même si on voit qu'Elsevier, actuellement, c'est les archives jusqu'à 2001, je clique dessus, pourquoi j'ai pas accès au courant? Ça, forcément, c'est des questions qui vont se poser. Mais voilà, donc c'était quand même essayer de faire des tuiles où il n'y a pas grande information dessus, c'était l'objectif, pour pouvoir essayer de faire remonter les informations les plus pertinentes. Donc un feu vert et rouge, c'est typiquement ce qu'il veut dire, c'est on n'a pas accès à tout. On n'a pas la licence pour avoir accès à tout le contenu chez l'éditeur. Notamment, on n'a que les archives, pas le courant. Donc là, c'est un feu vert et rouge. Donc aujourd'hui, ça y est, on considère que le portail, ce qu'on appelle la version 2, puisque la version, je rappelle la version 1, c'était ce qui s'appelle maintenant licence.rnbm.org. Cette version est ouverte, mais ce n'est pas pour autant que le projet s'arrête et qu'on oublie tout et on va faire autre chose. Donc, le projet, vraiment, il continue. Donc là, j'ai mis toutes les mises à jour qui sont faites. Notamment récemment, on a rajouté les collections audiovisuelles du CIRM en particulier. En bas de la page, c'est des remontées de demandes déjà qui nous ont été faites par des chercheurs, enfin, des utilisateurs, ça peut être un peu partout. Notamment, là, comme on voit que l'agenda, pour l'instant, a pas mal d'attrait, donc pouvoir notamment pour un chercheur savoir l'événement, c'est ce qui intéresse plutôt, c'est l'orateur, donc pouvoir donc les afficher sur le portail. Pour l'instant, si vous allez sur la page agenda, vous verrez qu'il y a de plus en plus d'orateurs qui sont affichés, pas encore pour tout le monde, ça c'est pareil, c'est au niveau de les données lorsqu'on collecte les événements de l'agenda. Et donc voilà, ce qui va suivre, c'est pouvoir au moins rechercher par orateur, filtrer par orateur, la pagination des événements, voilà, tout ça c'est des petites fonctionnalités qu'on va pouvoir faire avant d'aller en parallèle, avant d'arriver à la version d'après. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller au niveau revue. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué, donc rester vraiment au niveau fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'interrompre. Donc aujourd'hui, on a un annuaire des personnes. On va dire, même si tout n'est pas encore entré, il marche bien. La première, et aujourd'hui, donc, ce qu'on supporte, c'est les licences nationales. Il y a une page au niveau du webmail, la gestion des revues. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. En tout cas, beaucoup de personnes ont accès à ça pour pouvoir gérer les licences nationales. Je peux dire, mon labo, mon université, mon établissement a accès à Centralblatt, à MathSciNet, à Springer. Donc on a déjà une gestion des droits au niveau des revues pour les licences nationales. Si je veux descendre à un niveau plus bas, niveau plus fin, à revue par revue, il va falloir gérer plus que uniquement les licences nationales. Il va falloir gérer des licences locales ou des licences consortiales. Les licences ne sont pas faites que un établissement avec un éditeur, sont faits aussi au niveau des licences Couperin, notamment, par exemple. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est notamment au niveau de l'annuaire des laboratoires, pour avoir une hiérarchie d'établissements. Pour pouvoir dire que le labo appartient à une université qui appartient à ce consortium. Ça, c'est facile, on va pouvoir le faire rapidement, il n'y a aucune contrainte. De l'autre côté, pour pouvoir savoir quelle est la liste des revues auxquelles on a accès, il va falloir constituer des ensembles de documents. Donc ça, je pense que là, d'un seul coup, on voit apparaître pourquoi licence.rnbm.org, ça reste utile. Parce qu'on parle d'ensemble de documents, on parle de licence. Donc l'état des lieux où on en est aujourd'hui, c'est utile. Le but, c'est de pouvoir répondre à la question qui a accès à quoi. Parce que si aujourd'hui, on fait une liste de recherche, j'affiche une liste de revues, après d'articles, nous, ce qu'on a envie de savoir, pour le chercheur, c'est on aimerait bien avoir une facette sur le côté, pouvoir trier les articles auxquels j'ai accès. Parce que oui, on sait très bien qu'il n'y en a pas toutes les licences de partout. Au moins, ça me permet déjà de faire une recherche pertinente. Je sais que si je clique sur le PDF, je vais pouvoir avoir ou pas. Mais pour ça, il faut déjà pouvoir répondre à cette question. Qui a accès à quoi? Et le plus gros du travail ici, au niveau portail, qu'il va falloir faire, c'est modéliser les licences. Donc, non pas au niveau description, des fiches descriptives, mais vraiment avoir un programme, une modélisation, un calcul qui permet, je connais la personne, je connais à quel établissement, à quel consortium, à quelle université elle appartient.
D'un autre côté, j'ai ma base de documents, et donc je peux faire la jointure, le lien. Oui ou non, la personne a accès à la revue. Ça, c'est ce qui va nous occuper pendant l'année qui vient, pour pouvoir après, donc non plus avoir des tuiles des éditeurs, mais vraiment avoir une liste de revues, ou même on peut commencer à avoir un moteur de recherche, forcément recherche simple, plein texte, ou pas, enfin, ou avancé, et avoir une liste de résultats où quand je clique, eh bien, on peut répondre, avoir affiché les feux, vert ou rouge, vous y avez accès, vous n'y avez pas accès. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais donc par rapport à la bibliothèque numérique, ça va être ça maintenant le travail qui va être fait. Alors, maintenant j'ai une question. En supposant, c'est une question piège, en supposant qu'on a fait tout ça, on se met dans un an, tout est parfait, on a fait tout ça. Donc la partie facile, c'est la partie technique, toujours. Le logiciel est fait, on peut calculer tous ses droits. La partie compliquée, c'est on a rentré toutes les informations, donc les licences ont été saisies. Je sais que pour telle revue, tel établissement, donc telle personne y a droit ou pas. Quand maintenant, dans le portail, je vais avoir un article ou une revue avec un lien, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je clique dessus, j'y ai accès? En supposant que tout ça est fait. Ça y est, j'ai mon système, ça marche, j'ai rentré les infos, c'est parfait. La réponse est non, j'ai fait que la moitié du chemin. Je suis uniquement en mesure d'afficher un feu rouge ou un feu vert. C'est que du calcul, c'est niveau portail. Donc le portail, même si on va avoir un contrôle des droits, le portail va dire, c'est comme une douane qui laisse sortir, oui, vous pouvez y aller ou pas, mais chez l'éditeur, j'ai rien fait. L'éditeur, lui, potentiellement, non, désolé, vous n'y avez pas accès. Donc je me suis uniquement occupé pour sortir du portail, pour aller chez l'éditeur, mais il manque l'autre partie, et pour ça, il faut gérer les points d'accès. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, la présentation EasyProxy, c'est ce qui va permettre de faire l'autre moitié du problème, de résoudre l'autre moitié du problème. Alors pour autant, même si on a fait la moitié, ça peut quand même être utile. Donc ça, on n'en a pas encore discuté, ni en comité de pilotage, ni en comité de projet. Mais potentiellement, ça peut quand même, le fait d'afficher un feu rouge parce que je me suis connecté du portail de chez moi, le portail, je ne gère pas pour l'instant les accès nomades de ces revues-là avec des licences locales. Mais peut-être que le portail peut au moins calculer que, attention, au moins, si vous êtes dans votre labo, le labo, il y a une licence locale, avec l'adresse IP du labo, ça marche. Donc on pourrait être en mesure d'afficher sur le portail, si vous allez dans votre labo, au moins, recherche pas facette, vous avez accès au SPDF. C'est pas l'idéal, mais c'est un niveau supérieur. C'est un niveau qui peut être utile pour des chercheurs. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fera ou pas, on verra, dans une étape intermédiaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on, voilà, je rappelle, on essaye de faire au niveau du projet, vraiment faire les choses par itération, pas essayer d'attendre qu'on ait tout le système que je viens d'écrire juste avant, qu'on ait des EasyProxy en place, qui marchent tout bien, avant de pouvoir ouvrir à nouveau un service. Est-ce que, oui, pour moi c'est tout. Est-ce que vous avez, je vais déjà prendre des questions, si à ce niveau-là de la présentation vous avez des questions, est-ce que vous voulez que j'insiste sur certains points sur lesquels je n'ai pas encore présenté? Donc, oui, Francesca. C'était pas une question pour le coup, c'était plus une précision par rapport à la question des licences nationales, enfin de qu'est-ce qu'il y a actuellement dedans. Donc il y a effectivement la partie licence, les ressources qui ont été acquises dans le cadre d'une licence nationale, qui du coup sont ouvertes à tous. Pour le reste, notamment ce qui est Medcinet, Centralblatt, on n'est pas sur des licences nationales, on est sur des ressources qui sont en licence locale en réalité. Mais la raison pour laquelle on gère ça dès aujourd'hui dans le portail, c'est que derrière on a une matrice, donc pour le coup sans H, qui fait que en fait c'est la matrice qu'on utilisait au préalable dans le webmail pour ouvrir les droits unité par unité. Voilà, c'était juste une précision. D'accord. Ça me fait penser, tu viens de parler du Centralblatt. Alors il y a des discussions actuelles pour essayer d'utiliser le Centralblatt comme base de données des articles au niveau du portail. Donc le but, ça serait d'avoir une licence nationale pour Centralblatt
et que Centralblatt nous ouvre les accès à leur base de données, alors pas tout, mais une partie, ou au moins quand on fait une recherche article au niveau du portail, d'un seul coup, on est tout le contenu, on peut directement avoir des résultats de recherche basés sur le Centralblatt, et tous les liens automatiquement vers les DOI, vers les articles. La discussion a commencé. Thierry Bouch, donc le directeur de MyDoc, était à Berlin cette semaine, et apparemment, donc, les responsables de Centralblatt sont tout à fait ouverts à cette approche. Donc évidemment, rien n'est signé, mais bon, pour nous, ça serait vraiment l'idéal du portail, parce qu'on n'aurait pas besoin de partir de résolveurs de liens ou autre. Voilà, on aurait vraiment toutes les données de maths qui seraient accessibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va surveiller, parce que si ça peut être fait conclu rapidement, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Donc je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est une question ou un vœu pieux. Qu'en est-il des ressources documentaires du CNRS dans ce portail? Alors tu fais pas... Ouais, bon, ok. Vas-y. Je peux répondre si vous voulez. On en a un petit peu parlé en tout début de semaine, lundi, je crois. J'avais fait référence à ça. Donc, on est pour l'instant, il est prévu qu'on ait une réunion avec le LINIST qui est programmée le 30 novembre prochain. On a eu cette problématique avec Springer. On a fini par faire admettre, et du côté de l'éditeur et du côté de l'INIST, enfin du CNRS derrière, comme on était par ailleurs aussi les bibliothèques de maths partie prenante, de faire intégrer les IP du portail dans la licence CNRS. Donc ça, c'est un acquis qu'on a obtenu dès aujourd'hui. Mais on veut aller plus loin et on va être en discussion, enfin voilà, c'est prévu et on va voir. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire plus que ça parce que ça va dépendre de ce qui va sortir de nos premières discussions. Ma question était, je l'ai faite un peu naïve exprès, mais je profitais aussi que l'INIST était là et pouvait peut-être aussi donner son point de vue là-dessus. Enfin, pour le coup, elle est au courant, mais là, elle est un peu prise de court. On en a rediscuté. Hein. Je peux lui laisser la parole si elle souhaite, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit avancer et je pense qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de points bloquants. Mais je te laisse. Non, mais de toute manière, c'est une réunion que vous avez avec Récif et Miko qui s'occupe des négociations nationales et une juriste. Donc après, c'est vraiment pour des droits. Nous, on est partie prenante pour faire le maximum pour qu'on puisse soit intégrer après des données, des ressources dans vos portails. Mais là, c'est une discussion de toute manière. Il y a une question. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plus un souhait. Puisqu'on est en train de parler des articles, en tant que chercheur, je télécharge plein d'articles. J'ai une forêt d'articles classés par répertoire. Et on en discutait hier, on essaie de les classer par JABREF, pour avoir à la fois une entrée BibTeX, qu'on puisse l'utiliser dans nos articles et accès à nos PDF simultanément. On aimerait bien une moulinette automatique qui, quand on télécharge l'article, nous fasse une entrée JabRef directement, quoi, sans qu'on ait besoin de la rentrer à la main. Mathsinet donne déjà la fiche BibTeX. Centralblatt donne déjà une fiche BibTeX qui est un petit peu différente, mais on peut l'accepter. Et voilà, c'est un projet que j'aimerais bien voir intégré, quoi. Ben, super, c'est justement le type de retour qu'on attend. Donc merci beaucoup, parce que voilà, on n'a pas forcément conscience. Donc voilà, nous, on attend vraiment que les chercheurs nous donnent leur point de vue. Donc ça, merci. Donc on en discutera forcément bientôt. Je ne peux pas vous promettre aujourd'hui que ça va être fait dans la semaine. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est bien d'avoir justement, c'est ce qu'on essaie d'avoir, nous, vraiment des retours des vrais utilisateurs.